Bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré au certificat médical de la MDPH. Je suis le docteur Populaire, je suis médecin généraliste à Brest et également responsable des formations médicales au CHEM. Et je suis très content d'être votre animateur pour ce midi avec la MDPH du 29. Je vous présente mesdames Angélard, Sérail et Mazo. Je vais vous laisser vous présenter rapidement, individuellement et nous présenter votre activité. Puis après, je redirai un petit mot sur le CHEM. Bonjour à toutes et tous, moi je suis Anne-Catherine Angélard, je suis directrice de la MDPH et ravie de partager avec vous ce moment, cette pause méridienne. Bonjour, Nathalie Mazot, je suis responsable du pôle prestations de compensation du handicap à la MDPH de Quimper. Bonjour, Dominique Serrail, je suis responsable d'un pôle d'évaluation adulte, le pôle évaluation courte et du pôle médical. Bien, merci. Ce webinaire ce midi vous est proposé par le CHEM Santé. Je nous resitue très brièvement pour ceux qui ne nous connaîtraient pas ou pas suffisamment. Donc nous sommes une association qui a été fondée il y a plus de 35 ans à Brest par des médecins généralistes qui souhaitaient proposer de la formation médicale continue. Depuis, le CHEM s'est agrandi et aujourd'hui nous avons aussi un pôle infirmier, un pôle kiné, sage-femme, podologue, pharmacien et également un pôle pour les ophtalmologistes, un pour les psychiatres, une école d'assistants médicaux et également un bilan de compétences. Donc, nous proposons des formations en présentiel dans la plupart des grandes villes de France, des formations en classe virtuelle, des e-learning, des webinaires comme aujourd'hui. Et on peut également proposer des partenariats avec des FMC locales, des CPTS, des MSP, si jamais vous êtes intéressé pour faire des formations un petit peu plus sur mesure localement, vous pouvez nous contacter directement via le secrétariat. Concernant le déroulé de ce webinaire, donc nous allons commencer par la présentation du certificat médical et on aura un temps de questions et de réponses à la fin du webinaire seulement. Donc posez bien toutes vos questions dans le chat. Voilà, n'hésitez pas à participer, je compte sur vous pour poser plein de questions, mais on y répondra seulement donc, à la fin de la présentation, sauf s'il y a un petit point, voilà, un petit point d'incompréhension, on pourra prendre la question en direct, mais autrement on répondra à la fin. Et bien écoutez, on va pouvoir afficher le diaporama et puis Madame Angélard, je vais vous laisser prendre la parole. Très bien, merci beaucoup. Je laisse Dominique donc afficher le diaporama. Et pendant ce temps-là, juste un petit mot pour excuser le docteur Rio, qui est l'un des médecins de la MDPH, voilà, qui a travaillé avec nous à la préparation de cette présentation et qui ne pouvait malheureusement pas être disponible ce midi. Alors, le webinaire s'affiche, parfait, très bien. Et nous allons donc échanger autour du certificat médical de la MDPH et plus généralement de la MDPH et de notre fameux dossier. Hop, j'ai reperdu le webinaire, le diapo, mais je démarre et ça va se réafficher très certainement. Vous l'avez, vous, mesdames? Pardon, sur cet incident Non, technique. oui, non, on n'a pas non plus. Vous Si vous l'avez pouvez pas la non plus. afficher et la mettre en grand écran. En tout cas, le temps que ça fonctionne, effectivement, vous précisez que ce midi, notre objectif n'est pas de faire de vous des spécialistes de la MDPH, il est de vous sensibiliser aux enjeux de la complétude du certificat médical dans le cadre de la constitution du dossier, de manière à ce que, effectivement, nous puissions, nous, avoir un travail qui nous permette plus rapidement un accès au juste droit pour les personnes en situation de handicap. Parfait, le partage d'écran est rétabli. Donc, je vous le disais, cette présentation qui ne veut pas faire de vous des spécialistes de la MDPH, mais une présentation dont nous espérons qu'elle vous sera utile pour, mieux comprendre pourquoi vous pouvez avoir le sentiment d'être parfois sursollicité. Et vous le verrez, les demandes sont effectivement très nombreuses et nous vous présenterons très rapidement les différentes demandes possibles auprès de la MDPH. Deuxième objectif pour nous ce midi, eh bien mieux comprendre pourquoi il peut y avoir un sentiment d'incompréhension chez les usagers, parfois chez les médecins, sur les situations de rejet des demandes. Et nous aurons l'occasion de le préciser, nos actions sont très encadrées. Vous verrez qu'on a de très nombreux référentiels qui encadrent notre organisation d'évaluation. Ce sont des réglementations diverses, souvent méconnues ou confondues avec d'autres. Troisième élément, il s'agira pour nous de vous sensibiliser de manière à ce que nous puissions mieux répondre en qualité et en rapidité aux différentes demandes des usagers à l'appui des dossiers que nous avons reçus.
On va pouvoir passer sur la diapositive suivante. Et un petit rappel pour démarrer sur ce que sont ces fameuses maisons départementales des personnes handicapées. Elles sont nées avec la loi du 11 février 2005. Elles sont l'échelon spécialisé du droit à la compensation dans une logique d'inclusion. Il y a une MDPH par département. Ces MDPH ont un statut de groupement d'intérêt public et elles sont présidées par le président du conseil départemental. Elles sont administrées par une commission exécutive dans laquelle on va retrouver des représentants de l'État, du conseil départemental, de la CAF, de la CPAM, des associations des personnes handicapées. Certains départements ont fait le choix non pas d'avoir une MDPH, mais une MDA, une maison départementale de l'autonomie. Les missions sont alors les mêmes, le nom change et s'ajoute à la mission handicap toute la mission liée au grand âge et notamment au travers de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Précision toujours, cette loi du 11 février 2005, elle apporte une information et elle pose un principe très important qui va nous guider dans toute notre démarche d'évaluation et de réponse, c'est celui du principe du droit à la compensation. Et ce droit à la compensation, il est aujourd'hui codifié dans un article du Code de l'action sociale et des familles. Ce Code de l'action sociale et des familles est notre Bible et on y retrouve de très nombreux référentiels que nous utilisons aujourd'hui. Droit à la compensation donc, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelle que soit l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. C'est donc une conception très large du droit à la compensation qui est posée par la loi de 2005. Et rappelons-le, pour une société plus inclusive, c'est l'accessibilité avant tout qui doit prévaloir. La société doit donc d'abord permettre à la personne handicapée d'accéder, comme tout le monde, aux droits communs avant de mobiliser des moyens spécifiques liés aux personnes handicapées. Ce qui va nous conduire parfois à refuser l'accès à certains droits au motif que le droit commun n'a pas déjà été mobilisé. On pourra passer à la diapositive suivante. Toujours dans le cadre effectivement de cette introduction un petit peu générale, alors les missions des MDPH, je n'irai pas détailler l'ensemble des missions, mais je ferai un point d'arrêt sur 3 d'entre elles. Rappeler en préalable qu'effectivement on s'adresse à toutes les personnes en situation de handicap et que donc les 4 pictos qui représentent 4 typologies de handicap ne sont évidemment pas exclusifs sur notre compétence. Très rapidement, vous parlez de notre mission d'information et d'écoute. À la MDPH du Finistère, comme dans toutes les MDPH de France, nous avons effectivement de grandes amplitudes d'ouverture. Nous procédons à diverses actions de communication, des forums, des webinaires. Nous mettons en place des informations pour les primo-demandeurs. Il peut s'agir d'informations collectives ou d'informations individuelles. Et nous avons aussi, par exemple, à la MDPH du Finistère, des permanences hebdomadaires spécialisées qui permettent un accueil individualisé des usagers. Quelques mots d'introduction sur notre démarche d'évaluation. La mission d'évaluation, elle appartient à l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH. On aura l'occasion plusieurs fois pendant notre intervention de revenir sur cette équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire, elle évalue les besoins de compensation dont on a parlé tout à l'heure. Et la composition de notre équipe pluridisciplinaire, elle va varier en tant que de besoin. Et elle peut parfois même associer des personnes externes à la MDPH. Nous pouvons avoir le recours aux enseignants référents de l'éducation nationale, à des personnels du réseau pour l'emploi, donc France Travail ou les missions locales, qui peuvent nous accompagner dans nos missions d'évaluation. L'équipe pluridisciplinaire, ce que nous dit le Code de l'action sociale et des familles, c'est qu'elle réunit des compétences diverses. Et il s'agit d'avoir des compétences médicales et paramédicales dans le domaine de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire, de l'emploi et de la formation professionnelle. À la MDPH du Finistère, par exemple, nous sommes 120 professionnels et 60% de nos effectifs sont des membres de l'équipe pluridisciplinaire.
On reviendra un peu plus tard sur la manière dont cette équipe pluridisciplinaire travaille, mais quelques mots d'abord autour des décisions des MDPH qui sont prises par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la fameuse CDAPH, qui est donc effectivement elle aussi instaurée par la loi de 2005 et qui prend la suite de commissions qui préexistaient avant et dont peut-être vous avez entendu parler, la fameuse COTOREP et la CDES, donc la Commission d'orientation technique et de reclassement professionnel pour les adultes, et la Commission départementale d'éducation spéciale pour les moins de 20 ans. Cette CDAPH qui prend les décisions, elle a une composition plurielle avec les mêmes parties prenantes que la commission exécutive. Ainsi, nous allons retrouver des représentants de l'État, du département, de la CAF, des CEPAM, des associations, des représentants de personnes handicapées, associations des parents d'élèves, organisations syndicales et un représentant du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Voilà, la CDAPH, c'est l'instance qui prend les décisions sur la base des évaluations faites par l'équipe pluridisciplinaire. Dernière précision sur la CDAPH, sachez qu'elle peut également recevoir les usagers qui souhaitent être entendus. On pourra passer à la diapositive suivante, Dominique, s'il vous plaît. Merci. Toujours dans le cadre de ce propos un peu introductif sur les missions des MDPH, rappelez que la MDPH ne finance aucune prestation. Elle ne met pas en œuvre les accompagnements, elle les déclenche. Ainsi, par exemple, nous allons ouvrir un droit à l'AH, l'allocation adulte handicapé, ou à l'AEH, allocation d'éducation de l'enfant handicapé, mais ces allocations seront ensuite payées soit par la caisse d'allocation familiale, soit par la mutualité sociale agricole, selon le régime dont dépend l'allocataire. Autre exemple, toujours en termes de prestations, celui de la prestation de compensation du handicap, la PCH. Elle sera bien ouverte par la CDAPH après l'évaluation de l'EP, mais payée par les conseils départementaux. Précisez aussi que les versements d'allocations se font sous les conditions des organismes financeurs, ce qui veut dire que parfois, on peut ouvrir un droit en CDAPH, mais ce droit ne sera pas liquidé parce que les règles afférentes au paiement de ce droit, qui sont propres à l'organisme financeur, effectivement, font qu'il y a des incompatibilités au regard des ressources de la famille qui ne permettent pas le versement de l'allocation. Rappelez enfin évidemment que la MDPH et la CDAPH ne décident pas des droits relevant des soins et des organismes de sécurité sociale. On pourra passer à la diapositive suivante. La volumétrie d'activité. Voilà, ce constat que peut-être vous avez les uns les autres de vous dire ces certificats médicaux MDPH, on les voit souvent, très très souvent. Comment est-ce possible qu'on en voit autant? Eh bien, vous le voyez, cette diapositive vous affiche des chiffres à la fois à l'échelle nationale pour l'année 2023 et vous voyez que 9,2% de la population française, qui représente 6,3 millions de personnes, a au moins un droit ouvert à la MDPH. Et ces demandes en 2023 à l'échelle nationale sont constatées comme en augmentation permanente puisqu'en 2023, il y a eu plus 9% de demandes et plus 2,5% de décisions et d'avis rendus. Sur la partie droite de la diapo, les chiffres pour le Finistère qui sont dans une proportion tout à fait similaire, puisque 11% de la population finistérienne a au moins un droit ouvert, ça représente 107 000 personnes. Nos chiffres en 2025, eux aussi, attestent d'une augmentation qui continue d'être effectivement présente, puisque en 2025, nous avons eu 11% de demandes de plus qu'en 2024 et nous avons rendu 6% d'avis et de décisions de plus, qui représentent 78 600 avis et décisions pour l'activité de la MDPH. Donc effectivement, sur la base de chacune des décisions, toujours un dossier de demande et dans ce dossier de demande, toujours notre fameux certificat médical qui nous préoccupe aujourd'hui. On pourra passer à la diapo suivante, Dominique, s'il vous plaît. Et on commence à s'intéresser à ce fameux dossier MDPH sur lequel nous allons travailler. Et déjà vous dire que ce dossier, il est d'autant plus important
qu'au regard des chiffres qu'on vient de vous présenter, vous comprenez que nous n'avons pas la possibilité de recevoir tous nos usagers et de faire connaissance physiquement avec eux. C'est donc au travers du dossier que nous allons faire connaissance avec eux. Et donc, toute l'évaluation va se faire sur la base de ce seul dossier. C'est donc un dossier qui doit être préparé avec soin sur la base des certificats CERFA qui existent, mais pas que. Et dans les CERFA, quelques mots déjà sur le CERFA de demande de la MDPH qui, lui, est à compléter par l'usager. C'est un dossier unique de demande qui est aujourd'hui dénoncé par les usagers, les administrés, dans le cadre de sa complexité. Alors, sachez-le, il est en cours de transformation, ce dossier unique, et vraisemblablement, dans le cadre d'une démarche de simplification, il va devenir 3 formulaires différents avec 3 notices différentes. On pourra s'interroger sur la simplification, mais en tout cas, voilà, il va évoluer. Ce certificat unique, tel qu'il existe aujourd'hui, peut être complété de différentes manières par notre usager. L'usager peut le remplir de manière très, très scrupuleuse en exprimant ses demandes via un certain nombre de cases à cocher. Il peut aussi se limiter à son projet de vie, qui est l'une des pages du certificat, où il va dire, voilà, mes difficultés du quotidien sont ça, et ce que j'aimerais dans le cadre de la compensation, c'est pouvoir faire ça. Il peut avoir une expression très littérale, ou il peut juste compléter les noms, prénoms, sans signifier exactement de besoin, et nous allons alors l'analyser dans le cadre d'une demande dite générique. Ça, c'est d'abord la partie usagée. La partie qui nous concerne ensuite, ce fameux certificat médical. Il y a donc un certificat médical principal et sachez qu'il a 2 annexes qui sont liées aux déficiences sensorielles. Une annexe dédiée à la déficience auditive, une autre dédiée à la déficience visuelle. Notre fameux certificat médical doit nécessairement avoir moins d'1 an. Il doit être obligatoirement daté, signé. On va toujours aller vérifier ces éléments de date, de signature, de tampon. Il pourra être complété soit par le médecin généraliste, soit par le médecin spécialiste. Sachez que quand nous avons un doute, nous prenons contact avec le praticien qui est à l'origine du certificat médical pour vérifier, voilà, un doute parce qu'il va nous manquer un tampon ou qu'on aura des ratures, on va s'interroger. Le certificat médical seul ne suffit pas à constituer une demande. C'est très important aussi à signaler parce que dans les faits, on constate, notamment chez les personnes âgées pour les cartes mobilité inclusion stationnement, qu'on a des certificats médicaux tout seuls qui nous arrivent pour demander la carte de stationnement. Nous ne pouvons pas travailler sur la base de ce seul certificat médical. Il est important de retenir qu'une demande égale 2 CERFA. Le CERFA de demande et le certificat médical. Et puisque nous travaillons sur ce seul dossier, ce certificat médical, il doit être complété de l'ensemble des documents médicaux et paramédicaux qui vont enrichir l'information à disposition de l'équipe pluridisciplinaire. Je voudrais ici préciser que certains éléments paramédicaux ne sont pas des éléments dits de recevabilité, ne sont pas donc des pièces obligatoires pour démarrer le travail. Pour autant, ils nous sont essentiels et indispensables, et je pense notamment aux situations pour les enfants. Pour les enfants, nous avons absolument besoin, en fonction des orientations qui vont être souhaitées par les parents, d'avoir des évaluations psychométriques de type WISC, d'avoir des bilans orthophoniques, et donc tout un tas de bilans normés qui sont indispensables à l'évaluation du dossier. Sur la base du seul certificat médical, on ne pourra pas travailler. Voilà pour la composition de ce dossier. Nous pouvons passer à la diapositive suivante, qui nous reprécise un élément très, très important aussi qui est posé par la loi du 11 février 2005 et dont la définition, effectivement, va faire que, vous allez voir, ça va influencer tout notre travail d'évaluation. Je prends le temps de reposer ce qu'est le handicap au sens de la loi de 2005 et ce qui est aujourd'hui posé par l'article L114 du Code de l'action sociale et des familles. Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable, plus d'1 année, ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble invalidant de santé.
Vous l'avez compris au terme de la lecture de cette définition, le handicap n'est donc pas déterminé par le diagnostic. Il ne correspond pas à l'intensité des déficiences. Le handicap correspond aux retentissements qui sont induits dans la vie de la personne et à l'interaction entre les altérations fonctionnelles et l'environnement de la personne. Et donc, nos retentissements, ce sont bien des retentissements qui sont consécutifs à la limitation fonctionnelle. Ça veut donc dire que la première action de l'équipe pluridisciplinaire dont on a parlé tout à l'heure, l'équipe pluridisciplinaire, dans sa première démarche, elle va être de vérifier que la personne qui nous adresse un dossier est bien une personne handicapée au sens de la loi de 2005. Et donc, au-delà du diagnostic, l'équipe va surtout chercher à vérifier s'il y a une altération substantielle, durable ou définitive, donc plus de 12 mois, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble invalidant de santé. Si oui, elle va alors vérifier si cette altération entraîne ou pas des limitations d'activité ou des restrictions de participation à la vie sociale. Et si tel est le cas, alors la personne relève du champ du handicap au sens de la loi de 2005. Si au contraire, malgré une altération fonctionnelle, on observe des retentissements en termes de limitation d'activité ou de restriction à participation à la vie sociale, mais qui ne seraient pas consécutifs à l'altération fonctionnelle, alors on ne relève pas du handicap au sens de la loi de 2005 et l'ensemble des demandes seront rejetées. En conséquence, et vous l'aurez compris, 2 personnes avec un même diagnostic auront des retentissements différents, au regard ne serait-ce que de leurs environnements personnels différents, et les réponses de la MDPH seront donc différentes en termes de compensation. Chacune de nos évaluations est donc individualisée, globale, multidimensionnelle et pluridisciplinaire. Et tout ça, je le redis, s'effectue sur la base des éléments du dossier. L'équipe va donc travailler, elle va devoir identifier les besoins en fonction du projet de vie et elle va s'appuyer, entre autres, sur l'équipe pluridisciplinaire, sur le guide d'évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées qui est dit GEVA. Et la logique du GEVA est centrée sur les limitations d'activité et les restrictions de participation à la vie sociale. Notre équipe pluridisciplinaire, sur la base du dossier, va identifier ce que fait ou ne fait pas la personne et à quelles conditions elle peut le faire. Et elle va ensuite élaborer ses projets de réponse en fonction du projet de vie et de la réglementation en vigueur au regard des différents droits spécifiques relevant de la MDPH. Et elle pourra également faire des préconisations relevant du droit commun. C'est ce que j'ai dit en introduction autour de l'accessibilité. En conclusion, la démarche de l'équipe pluridisciplinaire est une tâche complexe qui nécessite plusieurs étapes et qui demande la mobilisation de connaissances expertes et la maîtrise de l'ensemble des référentiels et outils spécifiques propres aux droits des personnes handicapées. Voilà pour cette diapo et nous allons pouvoir proposer normalement un petit quiz pour faire une première petite pause. Et effectivement, donc je lis les questions. Première question, combien de demandes les MDPH ou MDA ont-elles reçues en 2023? 3 propositions possibles, 500 000, 4 900 000, 8 500 000. Vous pouvez commenter, j'ai bloqué le sondage. Ok, alors effectivement, vous avez bien... Vous voyez les résultats, on est d'accord? Oui, je vois les résultats, c'est parfait. Donc, pour près de 60% d'entre vous, la bonne réponse, 4 900 000 à l'échelle nationale, donc de demandes reçues en 2023 en France. La deuxième question de notre webinaire, quelles sont les prestations financées par la MDPH? Première proposition de réponse, elle finance toutes les prestations. Deuxième proposition, elle n'en finance aucune. Troisième proposition, la MDPH finance l'AAH et la PCH, donc l'allocation adulte handicapé et la prestation de compensation du handicap.
Pareil, j'ai bloqué. Très bien, vous avez bien répondu. Nous ne finançons aucune de nos prestations. Voilà pour ce petit webinaire qui nous permet de clore cette première partie. Et si on passe à la diapo suivante, nous allons pouvoir entrer Et concernant le nombre de demandes alors, quelle était la bonne proposition finalement? C'était la B, 4,9 millions. C'est pas ça. Voilà. Vous avez raison. Donc, les droits de prestation de la MDPH. Donc, on va pouvoir passer cette diapo. Toc, toc, toc. On y revient. Voilà. Très bien. Et je laisse la parole à mes collègues. Donc, la MDPH ouvre des droits et prestations pour les enfants comme pour les adultes. Nous avons un jargon particulier avec plein d'abréviations. C'est permis de mettre un glossaire à la fin de ce webinaire parce qu'effectivement, il y a de quoi faire. Les enfants, les prestations ouvertes pour les enfants sont des prestations pour des personnes qui sont âgées de moins de 20 ans. On dit qu'on est adulte dans le champ du handicap à partir de 20 ans. Bien évidemment, il y a toujours des exceptions. Une personne de moins de 20 ans pourrait prétendre à un droit adulte comme la RQTH, la reconnaissance travailleur handicapé, à partir de 16 ans. Par exemple, les jeunes qui vont en formation peuvent prétendre à une RQTH pour une adaptation de poste. Des exceptions, mais aussi des orientations pour des établissements ou des services. Par exemple, pour les adultes, l'orientation dépend du niveau d'autonomie et peut concerner des établissements spécialisés ou des services d'aide à domicile pour étayer un maintien à domicile. Pour les enfants, on retrouve leur pendant des orientations avec des établissements qui combinent des volets et plus ou moins des volets médicaux. Enfin, des droits qui sont pour les adultes et pour les enfants, comme par exemple la carte mobilité inclusion, dénommée la CMI. Vous la connaissez bien, vous êtes souvent sollicité pour. Il y en existe 3 versions. On dit la CMI S, la CMI stationnement, qui permet un accès à des places spécifiques et la gratuité de ces places. Il y a la CMI P, priorité, qui permet un accès au transport en commun et des caisses prioritaires. Et la CMI I, invalidité, qui permet un quart d'impôt en moins, entre autres. Oui, Marina. Ça va, Pardon. oui. Oui, mais Hervé, on t'entend. Excusez-moi, je pense qu'il y a une caméra d'ouverte, s'il était possible de la fermer. Une caméra de micro. Merci. Ah, oui. Bon, après, bon. Donc, je poursuis. Tu as bien fait. Hein. Ah oui. Excusez-moi. Ah ouais, attends. Un petit coup. C'est Edouard en même temps qui m'appelle, je sais pas. Ah, attends, bon. Attends, je te mets en. Je te rappelle. Que faire? C'est les aléas du direct. En fait, vous voyez bien qu'on n'est pas filmé et enregistré. Voilà. Bon, je continue. Oui. Donc. Tu m'appelles, Edouard? Hein? Donc, des droits enfants, des droits adultes, des droits qui sont mixtes, comme par exemple les CMI, qui sont pour les adultes et les enfants, et des prestations financières. Prestations financières pour les adultes, par exemple, celle que vous connaissez aussi, l'allocation adulte handicapé, qui est à hauteur de 1 041,59 €, qui est révisée tous les 1er avril. Comme on vous l'a indiqué, elle est versée par la CAF. La PCH, la prestation de compensation du handicap, qui, elle, est versée par le département. Pour les enfants, il existe leur équivalent, l'AH et l'AEH, et la PCH existe pour les enfants comme pour les adultes. Il y a aussi des financements pour des aménagements de domicile, de voitures, et aussi pour du matériel. Et là, quel que soit l'âge, c'est-à-dire que ce soit pour des enfants ou pour des adultes. Je vais laisser la parole à ma collègue qui est chef de service de la prestation de compensation du handicap, car c'est une prestation qui est spécifique et elle va vous la présenter un peu plus en détail. Je vais faire un zoom dessus en abordant les différentes composantes qui sont aussi appelées volets. Ou éléments. Rebonjour à tous, donc Nathalie Mazot, responsable du pôle prestation de compensation du handicap. Effectivement, la prestation de compensation du handicap, qu'est-ce que c'est? Alors, rassurez-vous si toutefois elle vous fait un petit peu peur, puisque même pour tous les nouveaux agents qui arrivent dans nos MDPH, elle est assez troublante, elle leur fait peur aussi.
Communément appelée PCH, c'est une prestation dont on entend souvent parler, mais dont le périmètre n'est pas toujours connu ou pas simple à comprendre. Concrètement, c'est une prestation financière destinée à compenser les conséquences du handicap dans la vie quotidienne. Alors l'idée, ce n'est pas de soigner ni de réparer, mais d'aider la personne à vivre avec son handicap au quotidien et de compenser autant que faire se peut la perte d'autonomie. Donc c'est une prestation, comme vous le disait ma collègue, qui concerne à la fois les adultes et les enfants. Attention tout de même pour les enfants, car c'est une évaluation qui est un petit peu plus encadrée, un petit peu plus complexe, car la PCH s'évalue en rapport avec l'âge de l'enfant, ce qu'on attend de lui dans les apprentissages par rapport à son âge, et s'inscrit dans une logique de droit d'option avec l'AEH et son complément. En synthèse, la famille aura le choix pour son enfant entre l'AEH et le complément, ou l'AEH et la prestation de compensation du handicap. Nous sommes donc bien là dans des situations un petit peu plus complexes à évaluer. Alors, on peut résumer la PCH en plusieurs grands volets ou éléments. Le premier élément concerne l'aide humaine. Donc, c'est souvent la plus connue. En tout cas, c'est celle qui est la plus souvent demandée, la plus réclamée par les aidants. Elle permet de dédommager une tierce personne, par exemple pour l'aide à la toilette, l'habillage, les déplacements extérieurs, intérieurs, les repas, le besoin de surveillance, etc. Point de vigilance tout de même, j'attire votre attention sur le fait que la PCH ne peut en aucun cas financer ni le ménage de printemps, ni le grand ménage, ni les petites tâches ménagères. De la même manière, elle ne pourra pas financer non plus l'entretien du jardin, la tonte, la taille des haies, tout ce que la personne en situation de handicap ne pourra pas faire. Ensuite, nous avons l'élément 2, donc les aides techniques, qui vont concerner tout le matériel, comme les appareils auditifs, les barres d'appui. Et j'en profite pour attirer votre attention sur le fait que, sur le fait que depuis le 1er décembre 2025, donc il y a un nouveau décret qui est passé, une nouvelle législation, et désormais, toutes les demandes de VPH, donc véhicules pour personnes handicapées, dont les fauteuils roulants électriques, scooters, etc., sont désormais financées par la CPAM et sont totalement pris en charge. Il n'y a donc plus de possibilité de solliciter la PCH pour le reste à charge à l'usager. Nous avons ensuite l'aménagement du logement ou du véhicule. Comme son nom l'indique, c'est pour aménager le logement. Donc souvent, ce qu'on a le plus fréquemment comme demande, c'est transformation de la salle de bain, transformation de la baignoire en douche adaptée, transformation du poste de conduite, élargir une porte, par exemple, pour le passage du fauteuil, etc. Le surcoût transport, quant à lui, permet de couvrir les frais de transport liés au handicap dans le domaine du loisir, se rendre sur son lieu de travail quand on ne peut pas prendre les transports en commun ou qu'on ne peut pas conduire du fait de son handicap, ou pour se rendre en établissement médico-social sous certaines conditions. Nous avons ensuite l'élément 4, donc les charges spécifiques ou exceptionnelles. Alors, les charges spécifiques concerneront les dépenses régulières, récurrentes, qui interviendront tous les mois pour le même montant et pour lesquelles il n'y a pas d'autre prise en charge possible type CPAM. Ce que nous avons le plus régulièrement en termes de demande, ce sont notamment les frais d'hygiène, comme les protections, les alaises, ou les abonnements de téléalarme. Et les charges exceptionnelles, quant à elles, sont des charges qui sont très ponctuelles. Et ce que nous avons de manière plus souvent également, ce sont les demandes de prise en charge de séjours vacances adaptés pour les personnes qui partent donc avec des séjours type APF, EHPAD, etc. Et enfin, l'aide animalière qui permet de couvrir les frais liés aux chiens guides ou aux chiens d'assistance. À savoir aussi, vous en avez peut-être entendu parler, la PCH peut également être attribuée sous forme de forfait. Le forfait parentalité qui concerne les parents bénéficiaires d'une PCH en situation de handicap qui ont des enfants. Donc attention, la PCH parentalité ne concerne pas les enfants en situation de handicap, mais bien les parents qui sont bénéficiaires de la PCH. Le forfait cécité est attribué aux personnes atteintes d'une déficience visuelle très sévère.
Le forfait surdité concerne, lui, des personnes présentant une surdité importante, nécessitant le recours à une tierce personne pour la communication, tels que les interprètes, les interfaces ou tout simplement l'aidant. Et le forfait surdicécité pour les situations combinant la déficience visuelle et auditive. Malheureusement, nous avons des usagers qui sont concernés par les deux déficiences. Alors, comme vous pouvez le constater, la PCH couvre de nombreux aspects avec des volets assez variés, assez divers. Mais derrière ces éléments, donc la question qu'on peut se poser, tout simplement, c'est qui peut en bénéficier? Pour savoir si une personne qui dépose une demande peut bénéficier de la PCH, nous consultons notre référentiel afin de vérifier si nous pouvons valider les critères d'éligibilité. Donc, dans la nouvelle diapo, la diapo suivante, je vais donc commencer par la présentation du référentiel de la PCH, mais il en existe bien sûr toute une variété, notamment le guide barème, dont ma collègue vous donnera à la suite les contours. La diapo ne passe pas, un problème de diffusion de diapo. Tu peux reprendre le diaporama. Oui, c'est bon, c'est passé. On est revenu en arrière et puis on va essayer d'avancer. En fait, oui. Voilà. Les prestats et la diapo d'après sur les différents principaux référentiels d'éligibilité. Et c'est Nathalie qui reprend la main pour la PCH. Voilà. Donc, comme je vous le disais, on s'appuie sur un référentiel, mais nous en avons plusieurs, dont le guide barème. Donc, c'est ma collègue Dominique Serrail qui vous en fera la présentation. Moi, je vais plutôt faire un focus là tout de suite sur le référentiel à la PCH. Donc, pour pouvoir bénéficier de la prestation de compensation du handicap, le principe à retenir est finalement assez simple. Pour être éligible, il faut notamment soit une difficulté absolue dans une activité, soit 2 difficultés graves parmi un ensemble d'activités de la vie quotidienne. Ces activités sont réparties en 4 grands domaines. Donc, vous avez la mobilité, dans lequel on va retrouver la marche, les déplacements, faire ses transferts, etc. L'entretien personnel, donc, qui va plutôt, lui, concerner la toilette, l'habillage, l'alimentation. La communication, qui porte, lui, sur la capacité à comprendre, parler, échanger avec les autres, utiliser des techniques et moyens de communication. Et enfin, les tâches et exigences générales, les relations avec autrui, qui contient l'activité entreprendre les tâches multiples, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, etc. L'idée, c'est vraiment de raisonner de façon très concrète dans la vie de tous les jours. Se poser cette question fondamentale, et c'est ce que fait l'équipe d'évaluation pluridisciplinaire dès qu'elle évalue un dossier. Dans quelle situation la personne est-elle en difficulté? A-t-elle besoin d'aide? Ce qui est vraiment essentiel, c'est que cette évaluation repose en grande partie sur le certificat médical et sur ce référentiel. Donc, ce qu'on attend vraiment du certificat médical qui nous est transmis, c'est une description concrète, fonctionnelle. On a besoin d'y lire. Qu'est-ce que la personne ne peut pas faire seule? Ce qu'elle fait avec difficulté, si elle a besoin d'une aide humaine, si elle a besoin d'une aide technique. Ce sont ces éléments dont nous tenons compte pour coter les difficultés indispensables à la validation des critères pour bénéficier de la PCH. C'est à la lecture du certificat médical qu'on va pouvoir évaluer si la personne a 2 difficultés graves ou une difficulté absolue. Mais il existe également
un autre outil de référence dont je vous parlais tout à l'heure, qui est utilisé par les équipes afin d'évaluer d'autres types de droits, le guide barème. Le guide barème, donc, c'est un autre référentiel qui lui aussi est inscrit au Code d'action sociale et des familles. Le guide barème, lui, sert à déterminer le taux d'incapacité. Le taux d'incapacité, c'est une condition pour l'attribution de certains droits, comme l'AH, l'allocation adulte handicapé, son pendant pour les enfants, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'AEEH, la CMI, la carte invalidité, et la CTP. La CTP, c'est l'ancêtre de la PCH. Le taux d'incapacité donc, est évalué via un guide, ce guide, qui se base sur l'évaluation de la déficience sur les actes élémentaires de la vie quotidienne. J'insiste sur le vocabulaire, nous parlions tout à l'heure de difficulté, là nous parlons de déficience. C'est comme ceci que c'est inscrit dans le code. Et l'évaluation va procéder par étapes. On va prendre connaissance du ou des diagnostics, c'est-à-dire les pathologies dites principales ou prédominantes, celles qui entraînent le plus de retentissement. On va faire un repérage des altérations de fonction. On va après faire une appréciation des limitations d'activité. On va analyser les restrictions de participation. Et bien évidemment, la connaissance du diagnostic est tout de même importante. Elle nous permet d'avoir une idée sur le potentiel évolutif des troubles et les possibilités thérapeutiques. La cohérence aussi entre les données présentées qui sont à l'appui du dossier. Quand on parle de difficulté, je parlais de vocabulaire tout à l'heure, là, dans le référentiel, on va parler de déficience. À ce titre, on a 8 déficiences qui sont classées par des déficiences intellectuelles et difficultés du comportement, une déficience du psychisme, déficience de l'audition, déficience du langage et de la parole, déficience de la vision, déficience viscérale et générale, déficience de l'appareil locomoteur et la dernière, déficience esthétique. Ainsi, on va pouvoir déterminer un taux, mais pas un taux précis, on va déterminer une fourchette. Il y a 3 fourchettes. Il y a le taux qui est inférieur à 50%, et là on dit qu'il n'y a pas d'entrave notable dans la vie quotidienne. Ce qui ne veut pas dire que la personne n'a pas de difficulté et qu'elle n'est pas dans le champ du handicap, mais en tout cas, son taux est coté et il est dit inférieur à 50. Deuxième fourchette, c'est le taux entre 50 et 79. On dit qu'il y a une entrave notable dans la vie quotidienne, avec des retentissements importants sur la vie sociale, domestique, scolaire et professionnelle, mais conservation de l'autonomie pour les actes essentiels de la vie. Là, avec ce taux, il y a une possibilité d'avoir l'allocation adulte handicapé, mais avant de l'accorder, il faudra quand même vérifier la capacité de travail qui sera évaluée. Et la dernière fourchette, c'est le taux supérieur à 80%, où là, on dit qu'il y a une atteinte de l'autonomie individuelle pour les actes essentiels de la vie quotidienne, que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée. Taux supérieur à 80, également en cas de contrainte thérapeutique majeure, d'abolition d'une fonction, ou une indication qui est spécifique au guide barème. Si le taux est supérieur à 80, là, il y a possibilité d'ouverture de droit qui est la CMI, la carte mobilité inclusion, et l'allocation adulte handicapé. Un notable aîné qui est important de noter, c'est que le taux d'incapacité n'est pas le taux d'invalidité. Il y a souvent confusion. Le taux d'invalidité, lui, il est fixé par la CPAM, et les deux n'ont pas de lien. Deux gros référentiels, donc le guide d'éligibilité pour la PCH, le guide barème, mais il y a d'autres référentiels. Par exemple, la carte de stationnement. Vous êtes aussi sollicité souvent pour cette carte de stationnement, donc qui donne un accès à des places prioritaires et à la gratuité. L'accord de cette carte ne repose uniquement sur l'évaluation de la capacité de la personne à se déplacer. Par exemple, une lombalgie, une personne qui ne peut porter une charge lourde demande une carte pour accéder à ces places prioritaires et qui sont souvent proches des commerces. On ne peut lui accorder car le référentiel est sur la capacité de déplacement. Or, cette personne peut avoir une capacité de déplacement qui va être importante, mais par contre des douleurs importantes qui ne pourront pas lui permettre de porter des charges lourdes. Autre exemple, la perte de la vision d'un œil. Il y a des personnes qui disent, voilà, qui perdent la vision, qui ont besoin d'une place large pour se garer. Pareil, on ne peut pas accorder car le référentiel se base
uniquement sur la capacité de déplacement. Pour les orientations en établissement, que ce soit des établissements spécialisés, sanitaires, médico-sociaux, ou tout ce qui va être étayage de domicile, pareil, là, on va évaluer en fonction de la dépendance de la personne et des soins qu'elle peut avoir. Par exemple, la capacité à savoir habiter pour les foyers d'hébergement, les foyers de vie avec une capacité d'animation. Tout ce qui est foyer d'accueil médicalisé, là, on aura une connotation médicale. Et les maisons d'accueil spécialisées, là où il y a un fort taux de prestations médicales. Donc, tous ces exemples, c'est pour vous dire que vraiment, il n'y a pas un seul référentiel. Et c'est pour ça qu'on a des besoins d'avoir diverses informations que l'on retrouve dans ce fameux certificat médical qui est long, mais qui permet justement de répondre à tous ces référentiels. Pour les enfants, idem, il y a aussi des spécialités. Et je poursuis effectivement dans le tour d'horizon de ce panorama des différents référentiels qui nous accompagnent dans notre démarche d'évaluation et d'accès au droit. Quelques mots autour du parcours de scolarisation de l'élève en situation de handicap. Cette fois-ci, c'est le Code de l'éducation qui prend le relais et qui fixe les différents éléments. Alors, vous le savez, on pourra retrouver, pour ce qui concerne l'élève en situation de handicap, des orientations en milieu ordinaire, dans les unités d'enseignement. On peut retrouver aussi une décision de maintien en école maternelle, du matériel pédagogique adapté, des actions pédagogiques et la fameuse aide humaine AESH sur laquelle je vais faire un petit point d'arrêt puisque c'est un élément qui est très souvent demandé pour l'accompagnement de l'élève en situation de handicap. Donc, c'est le Code de l'éducation qui nous précise que l'aide humaine va être soit individuelle, soit mutualisée, et qu'un même élève ne pourra pas se voir attribuer simultanément une aide individuelle et une aide mutualisée. Et le Code vient nous dire « L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins des élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse être concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est donc accordée, l'aide individuelle, lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève en situation de handicap. Et lorsque l'on accorde une aide individualisée, on vient déterminer la quotité horaire et les principales activités de l'accompagnant. Vous l'aurez compris, la première réponse qu'on doit avoir, c'est donc d'abord une aide mutualisée, vérifier ensuite s'il y a un besoin d'attention soutenue et continue. Si ce besoin d'attention soutenue et continue est vérifié, alors on passera sur la réponse de l'aide individualisée. Donc, dans le cadre de son évaluation, l'équipe pluridisciplinaire, elle va examiner la situation scolaire de l'élève handicapé en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée de son temps de scolarisation, la nature des activités qui seraient à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué ou pas par une seule et même personne, les besoins de modulation et les besoins ou pas d'adaptation de l'aide dans sa durée. Et ce sont donc ces critères qui vont nous permettre de travailler et d'apporter la réponse. On va donc là se baser à la fois sur les éléments du certificat médical, mais aussi sur un fameux GEVASCO, guide d'évaluation scolaire, qui est rempli par l'équipe enseignante. Et si on devait poursuivre, on pourrait continuer très longtemps ce panorama des différentes réglementations, puisque effectivement, elles sont nombreuses. Un dernier exemple, celui de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui est une prestation, en tout cas un droit souvent ouvert en MDPH. Cette fois-ci, c'est le Code du travail qui vient poser la définition, la réglementation, et qui nous dit est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Et lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. Donc, vous voyez que pour la RQTH, là, il n'y a même plus de taux d'incapacité, il n'y a pas de deux difficultés graves, une difficulté absolue, c'est encore une autre réglementation. Donc, vous l'aurez compris, nos prestations sont nombreuses, nos réglementations sont multiples et indépendantes les unes des autres. Et la technicité de l'EP, c'est donc effectivement une technicité complexe et l'évaluation va s'appuyer sur l'ensemble des informations présentes au dossier, puisqu'encore une fois, on ne voit pas nos usagers
de manière très très faible, parfois dans le cadre de visites médicales, quand effectivement on est dans un flou le plus total d'évaluation, mais c'est très peu souvent. Voilà pour nos différents référentiels. On peut passer à la diapo suivante. Sauf erreur, c'est Dominique. Tout à fait. Et vous devez la voir, je pense, la diapo suivante. Oui. Il y a toujours un décalage, en fait, entre Oui. la diapo et quand on la lance. Donc, ces droits qu'on vient de voir, ces référentiels, et ils ont une durée. Ces droits, les prestations qui sont attribuées par la MDPH ont une durée déterminée. Sauf certains, depuis 2019, il est possible que certains droits soient mis sans limitation de durée. On dit qu'ils sont mis à vie. Par contre, tous les droits ne peuvent pas être mis sans limitation de durée. Par exemple, l'allocation adulte handicapé, si elle a un taux entre 50 et 79, avec reconnaissance par rapport à la capacité de travail, ce droit-là ne peut pas être mis à vie. Il pourra être mis entre 2 et 10 ans maximum, en fonction de la situation de la personne. Dans la mesure du possible, les équipes, elles, s'efforcent d'accorder les droits pour une durée le plus longue possible, mais bien évidemment, toujours en fonction de la situation. Tout ça pour éviter les démarches pour les usagers et bien évidemment pour les professionnels pour la complétude du certificat médical. Dans certains cas, le renouvellement peut être réalisé sur la base d'un certificat médical simplifié. Par contre, il est vrai que lors d'un renouvellement avec un certificat médical simplifié, qu'il se renouvelle de nouveau, parfois on exige un certificat médical détaillé. Vous comprenez bien qu'au bout de 10 ans, on renouvelle le droit avec un certificat médical simplifié. 10 ans plus tard, on a de nouveau un certificat médical simplifié. Et c'est vrai qu'on estime qu'au bout de 20 ans, la situation a quand même pu bouger. Et c'est pour ça qu'on demande un certificat médical détaillé. Après cette première partie, au cours duquel on vous a expliqué le fonctionnement des différents droits, je vous propose une courte diapositive avec des questions. L'objectif de faire un point sur ce que vous avez retenu. Donc, le guide barème sert à l'évaluation de la prestation de compensation du handicap. Réponse A, oui. Réponse B, non. Donc, réponse. Le guide barème sert à l'évolution de la prestation de compensation du handicap. Vous avez bien répondu, effectivement, non. Le guide barème ne répond pas à cette question. C'est le guide d'éligibilité pour la prestation de compensation du handicap. Deuxième question, la PCH permet de financer une aide ménagère ou un jardinier. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je vous laisse répondre. Voilà, vous êtes... Donc, la réponse, la PCH ne finance pas l'aide ménagère ou un jardinier. J'en profite, excusez-moi, pour rappeler simplement, parce qu'il y a certaines personnes qui se sont connectées un petit peu plus tard, parce qu'on a beaucoup de questions là dans le chat. Continuez bien de poser vos questions, on y répondra à la fin. Parce que je crois qu'il y a une 50aine de personnes qui sont connectées alors qu'on avait déjà fait la présentation. Donc, continuez bien de poser les questions, on en a pas mal. On prendra un petit temps à la fin pour y répondre. Je vous rends la parole. Merci. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Et le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le certificat médical, le CERFA numéro 156 92 étoile 01, qu'on appelle le certificat MDPH. Ça fait peur. Tout de suite, on vous emmène dans une autre dimension avec ce numéro de CERFA. Mais effectivement, cette complétude du certificat médical MDPH, c'est pour nous un enjeu majeur à deux titres, parce que ça va nous permettre d'accorder le juste droit et parce que, effectivement, au travers de la qualité de l'information, on va améliorer la qualité de service rendu aux usagers avec une réponse des plus rapides par rapport après la demande. Pouvoir passer à la diapo d'après. Voilà. Et Dominique prend le relais pour vous parler du certificat médical en long et en large.
Alors, on va commencer en long. Le certificat médical, il peut être rempli de manière simplifiée. Par contre, uniquement si les retentissements sur la vie quotidienne de la personne n'ont pas changé depuis le dernier certificat médical détaillé. Effectivement, la situation médicale, elle peut être identique, tout comme le traitement. Mais c'est l'impact sur la vie quotidienne qui doit être évalué. S'il n'existe aucune modification constatée par rapport au précédent certificat, effectivement, le médecin peut cocher simplement certificat médical simplifié, le dater et le signer. Une vigilance particulière, ça a été signalé tout à l'heure, pour les enfants. Car même si la situation médicale évolue peu, leur âge et leur développement entraînent généralement des changements à prendre en compte. En principe, la législation demande que le certificat médical simplifié, indiquant qu'aucun changement n'a été observé, soit fait par le même médecin qui a rédigé le dernier certificat médical détaillé. Cependant, dans le contexte de désertification médicale, il est vrai qu'avec les maisons médicales aussi, où il y a plusieurs médecins et on peut consulter le dossier du patient, on est un peu plus souple et on accepte que ce ne soit pas le même médecin qui ait signé le certificat médical. Nous avons également aussi parfois des demandes, comme je vous le disais, de certificats médicaux détaillés, même si la situation n'a pas forcément changé, mais parce que nous avons plusieurs certificats médicaux simplifiés qui sont successifs. Et comme je vous le disais tout à l'heure, au bout de 20 ans, c'est vrai qu'on peut vous ressolliciter pour un certificat médical détaillé. On sait que ce certificat médical détaillé prend du temps, il est long. C'est pour ça que d'ailleurs, depuis le printemps 2022, la CEPAM permet une cotation spécifique qui bonifie la consultation à 60 €. On sait qu'il faut du temps, que c'est un échange, c'est un travail approfondi. Et effectivement, pour le premier certificat médical détaillé, il y a cette cotation qui est possible. Pour rappel, on vous l'a dit plusieurs fois, vous pouvez bien évidemment compléter le certificat médical avec des pièces complémentaires. Vous pouvez joindre les comptes rendus du spécialiste. Tout ce qui est compte rendu aussi, qui a pu avoir s'il y a eu des évaluations. Des comptes rendus de rééducation en cours. En fait, de manière générale, tout document récent et pertinent peut être annexé et appuyer vos commentaires. Nous allons vous proposer de parcourir le certificat médical, pas forcément en suivant les items qui sont marqués, les grands titres, mais plutôt par bloc. L'objectif, c'est vraiment d'expliciter les éléments attendus dans ces blocs et faciliter la compréhension de chaque rubrique en illustrant parfois par quelques exemples. Donc, premier item, ou premier bloc, c'est ce qui concerne la pathologie principale, c'est-à-dire celle qui est à l'origine des retentissements les plus contraignants pour la personne. L'ancienneté des troubles doit être ensuite précisément datée. Car comme on vous l'a indiqué précédemment, on rentre dans le champ du handicap lorsque les retentissements sont présents depuis plus d'1 an ou lorsqu'ils sont prévisibles. C'est-à-dire que les difficultés actuelles auront un impact qui se prolonge au-delà d'une année. Car au contraire, si la situation relève plutôt, si les conséquences n'ont pas au-delà d'1 an, on est dans le champ du médical. On ne rentre pas dans le champ du handicap. L'exemple, l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Lorsqu'un dossier est constitué 3 mois après l'accident, pendant la phase de rééducation, les conséquences fonctionnelles observées ne sont pas évidemment les mêmes qu'à 6 mois, voire à 1 an. Forcément, tout est mis en œuvre sur le plan médical pour favoriser une récupération optimale. C'est pourquoi que si un dossier est déposé 6 ou 9 mois après l'accident, on ne peut pas généralement ouvrir le droit. Les retentissements sont alors considérés comme datant de moins d'1 an et relèvent encore du champ strictement médical. La seule exception, c'est qu'on peut ouvrir parfois une RQTH afin d'anticiper un retour dans l'emploi.
En revanche, si l'évolution médicale permet d'anticiper que certains retentissements seront durables, là, il est important de le signaler, clairement. Cela permet de prendre en compte le dossier et de considérer ces limitations actuelles seront identiques à distance de 12 mois. On sait bien que ce n'est pas forcément simple à apprécier et d'anticiper le rétablissement qui va avoir. Le bloc 2, il est également important de mentionner les antécédents qui ont un impact sur les différents domaines de la vie quotidienne. On parle des actes de la vie courante, mais aussi la vie sociale, la vie professionnelle et, pour les plus jeunes, la vie scolaire. Par exemple, vous pouvez indiquer si des situations sont répétées, comme des arrêts maladie ou encore des prises en charge thérapeutiques lourdes. En résumé, tous les éléments anciens ou récurrents qui contribuent à générer des contraintes pour la personne doivent être précisés. Le bloc 3, là, qu'on vient de décrire précisément la symptomologie ayant un retentissement sur la situation de la personne. Par exemple, la fréquence des troubles, en les quantifiant autant que possible. Est-ce que c'est une fois par semaine, une fois par mois? La nature des troubles, s'ils concernent les fonctions cognitives, les prises alimentaires ou les aspects psychiques. Les symptômes associés, par exemple des douleurs, de la fatigue, les retentissements sur le psychique, qui peuvent eux aussi avoir un impact significatif et qui sont à prendre en compte. Le bloc 4, important de préciser les perspectives d'évolution de la situation, si possible, parce qu'on le disait, ce n'est pas toujours facile. Elle permet d'identifier les impacts sur l'éligibilité. Est-ce que ça sera attribué parce que ça a une durée d'attribution, ça aura lieu au-delà de 12 mois, et aussi sur la durée d'attribution de la prestation. Comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, on peut mettre un droit à vie, sans limitation de durée, mais pas tous les droits peuvent prétendre à cette possibilité-là. Et le fait de donner la perspective d'évolution permet aussi de donner une durée au droit. Le bloc 5, c'est pour les déficiences visuelles. Là, par contre, il existe des certificats médicaux spécifiques, à savoir le CERFA volet 1 et volet 2. Eux, ils sont complétés par le spécialiste, donc ophtalmo ou ORL, et on peut y joindre aussi tous les bilans qu'on peut avoir. Par exemple, bilan visuel, mesure d'acuité visuelle, champ visuel, tout un examen spécifique et pertinent. Ces éléments sont importants parce qu'ils permettent d'établir un taux d'incapacité et de déterminer l'éligibilité ou pas du droit. Le guide barème dont je vous ai parlé tout à l'heure a un tableau où on rentre ces données-là et qui nous permet tout de suite de savoir le taux. C'est vraiment un référentiel qui est réglementaire et qui est propre aux déficiences visuelles, ainsi que les déficiences aussi auditives. L'importance aussi de mettre le nom des traitements et leur posologie. Le bloc 6, enfin, les contraintes liées au traitement, ou alors par la prise en charge hospitalière qui peut être aussi mentionnée. Par exemple, s'il y a des hospitalisations fréquentes ou prolongées, s'il y a un éloignement géographique qui est important par rapport au lieu de soins, s'il y a une forte fréquence de rendez-vous médicaux, ou encore l'usage d'appareillages spécifiques susceptibles d'entraîner des limitations dans la vie quotidienne. En fait, tous ces éléments peuvent parfois avoir un impact plus important que la pathologie elle-même. Il est essentiel de les signaler afin d'apprécier pleinement les retentissements globaux sur la vie de la personne. Le bloc 7, c'est ce qui est en cours. Mentionner s'il y a des soins en cours, ainsi que les professionnels qui sont sollicités. Donc, les intervenants sollicités, mais aussi ceux qui ne sont pas encore mobilisés. Pour vraiment qu'on ait une vision globale de l'accompagnement qui est déjà mis en place ou qui va l'être. Cette visibilité permet d'avoir une vision globale de l'accompagnement et permet aussi d'évaluer les manques éventuels et les adaptations nécessaires dans la prise en charge de la personne. Le bloc 8,
C'est là toutes les compensations qui sont déjà mises en œuvre, notamment les différences au niveau du matériel, les aides techniques, le dispositif utilisé par la personne. Ces éléments également, ils permettent d'évaluer les solutions déjà mises en place et ce qui reste à compléter ou à adapter. Partie qui va aller de la page 5 à la page 7 est essentielle. Les autres sont importantes, celles-ci sont essentielles. Vous allez me dire, oui, en fait, il faut tout remplir. C'est essentiel parce que là, ça va permettre de décrire les conséquences de l'état de santé de la personne sur les activités habituelles et sur sa participation à la vie sociale. Cette partie, elle constitue un élément déterminant pour le regard que va poser l'équipe pluridisciplinaire sur la situation de la personne. Vous allez voir, c'est directement lié à l'attribution de certains droits et au niveau de compensation qui pourrait être accordé. Cette partie, elle est complétée par aussi le questionnaire que vous allez faire, le questionnement que vous allez avoir et l'échange que vous allez avoir avec le patient. Et on sait vraiment que ça prend du temps. Le bloc 9, là, il est spécifique par rapport à la capacité de déplacement. Et il est vraiment important et indispensable d'exprimer en mètres. Inférieur, supérieur à 200 mètres, 300 mètres. La mention d'une canne, est-ce qu'elle est utilisée occasionnellement, régulièrement? Il est important de bien nous préciser si c'est à chaque sortie, si c'est une fois par semaine, uniquement quand elle va au marché, la personne. Les douleurs, c'est pareil. Est-ce que si la canne est mise, si les douleurs surviennent 2 fois par semaine, tous les jours? Toutes ces précisions permettent d'évaluer plus justement la fréquence réelle et l'utilisation de la canne et l'impact fonctionnel. Ensuite, le bloc 10. Le bloc 10, on y retrouve les domaines utilisés pour l'évaluation des déficiences et des difficultés, les référentiels qu'on vous a présentés précédemment. On retrouve donc les items A, B, C, D. Et si malgré l'échange que vous avez avec le patient, les informations que vous détenez, bien évidemment, vous ne pouvez pas vous prononcer, il est vraiment important de cocher cette fameuse case D, ne se prononce pas. Pareil, si vous ne savez pas, vous hésitez, ne pas cocher l'entre-deux, mais bien de se positionner clairement sur une des cases qui sont proposées. Je vais redonner la parole à ma collègue qui va vous expliquer le lien entre les éléments que vous renseignez en cochant les différentes cases et la manière dont, de notre côté, nous les interprétons. Cela nous permet d'utiliser notre référentiel afin d'évaluer la situation et de statuer sur l'ouverture ou non d'un droit. L'objectif, c'est que ce soit plus concret pour vous et que cela donne du sens à ce que vous complétez. Je redonne la parole. Alors oui, effectivement, c'est très important d'insister sur un point qui peut vous sembler très simple, parfois même un petit peu formel, mais qui est en réalité central pour nous et pour l'évaluation. C'est le fameux remplissage des cases de cotation A, B, C ou D dans le certificat médical. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de réduire la situation d'une personne à une lettre cochée. Ce n'est jamais seulement la case qui décide, bien évidemment. C'est l'ensemble des éléments médicaux que vous transmettez qui permettra l'évaluation de l'ensemble des besoins de la personne. Mais malgré tout, ces cases ont un poids très important. Même si cela paraît un petit peu réducteur comme analyse, ces cases correspondent directement à la cotation des difficultés telle qu'elle est attendue pour l'évaluation de la PCH. Autrement dit, ce que vous cochez ici, c'est ce que nous utilisons ensuite pour apprécier le niveau de difficulté, ce qu'on appelle la cotation, et la validation des critères. Comme je vous l'ai expliqué dans un slide précédent, l'éligibilité à la PCH repose notamment sur l'existence de 2 difficultés graves ou une difficulté absolue dans les 4 domaines d'activité que vous retrouvez par ailleurs dans le certificat médical. Vous voyez dans ce bloc que ces cases ne sont pas de simples indicateurs. Au contraire, ces cases conditionnent directement la lecture du dossier et la validation, ou non, des critères d'éligibilité à la PCH.
Quand vous cochez A, vous nous dites qu'il y a une autonomie totale. Quand vous cochez B, vous situez davantage une difficulté comme modérée et qui n'est pas suffisante à l'éligibilité de la PCH. Par contre, si vous cochez une difficulté grave, donc la case C, je me demande si je ne me suis pas trompée d'ailleurs en disant B ou C pour la modérée. J'ai bien dit B pour la modérée, en tout cas c'est ça que je voulais vous dire, et C pour la difficulté grave. Si vous cochez 2 fois la case C, on peut supposer que la personne sera éligible aux critères d'éligibilité à la PCH. Et si vous cochez la case D, nous avons là une difficulté absolue qui permet l'éligibilité à l'ensemble des éléments de la prestation de compensation du handicap. Et comme je vous l'ai expliqué juste avant, l'éligibilité repose notamment sur l'existence de 2 difficultés graves ou d'une absolue. Concrètement, le choix de ces cases n'est donc pas anodin. Il peut faciliter ou au contraire rendre très complexe la lecture et l'instruction du dossier. Une case non cochée ou un entre-deux ou une cotation imprécise peut créer un doute, un aller-retour, parfois même un retard, voire une incompréhension sur la réalité des limitations. Une sous-cotation ou une absence de cotation peut conduire à une non-éligibilité qui ne correspondrait pas à la réalité de la situation de la personne et qui, malheureusement, la fera passer à côté de la prestation de compensation du handicap auquel elle pourrait prétendre. C'est pour cela que la complétude et la justesse de ces cotations sont essentielles. Elles ne remplacent pas votre description clinique, mais elles en sont une clé de lecture majeure pour nous. Bien renseignées, elles permettent une évaluation plus juste, plus fluide et surtout plus fidèle à la situation réelle de la personne et ainsi sécuriser l'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire et notamment l'évaluation de l'ensemble des droits. Je continue sur ce bloc 10. La page 6, elle est dédiée spécifiquement à toutes les capacités cognitives avec les différentes rubriques qui permettent d'évaluer l'attention, la mémoire, les fonctions exécutives, le langage, l'adaptation du comportement. Lorsque cela est possible, bien évidemment, de nouveaux méthodes complémentaires et ce que vous pouvez avoir eu par les professionnels, les comptes rendus du psychiatre, du psychologue, du neuropsychologue, etc. Tous ces bilans permettent de préciser les difficultés. Et là encore, on retrouve les items ABCD. L'idée de nos propos, c'est vraiment que vous compreniez bien nos besoins et bien évidemment, ce n'est pas pour vous faire devenir des médecins évaluateurs. C'est vraiment pour qu'on se comprenne, savoir pourquoi il y a tout ça rempli. Le bloc 11. Le bloc 11, il est essentiel encore une fois. Je manque de qualificatifs au niveau des adjectifs. Là, c'est la répercussion sur le cadre de la vie, c'est-à-dire la vie familiale, notamment avec les aides qui sont mises en place. Le bloc 12, c'est tout ce qui existe par rapport à l'accompagnement sur les études, la scolarité. Le bloc 13, c'est l'emploi. Tout ce qui concerne ce domaine-là. Si aussi, pareil, je reviens le compte-rendu de la médecine du travail, vous pouvez également le joindre. Sachant qu'on peut aménager un poste avec la RQTH, je le redis, ça n'influence pas sur le taux d'invalidité. Le taux d'invalidité, c'est la prérogative de la médecine du travail, de la sécurité sociale, sur la passion d'invalidité. Le bloc 14, dernière rubrique, elle permet de noter les observations. Tout ce que vous n'auriez pas pu mettre parce qu'effectivement, beaucoup de cases, mais peu d'espace pour s'exprimer par écrit, vous pouvez le noter ici. Et c'est vraiment suite à l'évaluation de l'ensemble du dossier qu'un droit est accordé ou qu'il est refusé. Mais par contre, on ne vous demande pas de vous prononcer sur l'octroi d'un droit, car c'est vraiment bien le travail de l'équipe pluridisciplinaire. Pour finir, le CERFA doit être daté, parce que comme on vous dit, il est valable. Alors, ça n'a pas été précisé. Il est valable 1 an, ce certificat médical. Il était valable avant 6 mois. Depuis la période Covid, il a été allongé à 1 an. Il faut bien vous identifier, en plus de votre code RPPS, et le signer. Ces éléments, pour rappel, sont obligatoires pour la recevabilité.
Parfois, on peut revenir vers vous parce que on a quand même des faux. On voit que les dates ont été modifiées ou il peut y avoir quelques petites annotations supplémentaires que l'usager, voilà, on appelle ça l'usager dans le monde médico-social, mais que le patient aurait pu noter. Parce que parfois, le patient souhaite rajouter des choses. Alors, vous êtes souvent sollicité pour dire « Docteur, notez bien ça ». Sachez que dans la partie du CERFA plutôt administratif, il y a une partie qui est un champ libre pour la personne. Et là, elle peut noter ses difficultés, ses souhaits, ce qu'elle demande, et elle peut s'exprimer. Et n'hésitez pas à la renvoyer sur cette partie-là, où là, elle pourra noter tout ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire ce qu'elle demande et ses difficultés. On sait que parfois, pour avoir eu des échanges avec certains médecins, il y a parfois un peu de pression où notez bien, docteur, notez bien, et n'hésitez pas à la renvoyer sur cette partie. Pour terminer, il y a différents formulaires avec des certificats médicaux qui, eux, ne sont pas obligatoires, mais qui sont tout de même spécifiques et utilisés pour certaines situations. Et je redonne la parole à ma collègue. Je reprends la main, merci Dominique. Donc, une évaluation sur dossier, des éléments de base dans ce dossier, le CERFA de demande, le CERFA médical, le certificat médical, mais tout un tas d'autres formulaires dont certains vont être à l'usage exclusif de l'usager, d'autres à l'usage exclusif du professionnel de santé et d'autres au contraire à l'usage mixte du professionnel de santé et de l'usager. Une rapide présentation de ceux qui sont à l'usage exclusif de l'usager. Eh bien, on a une demande de PCH parentalité, c'est sur la gauche de votre écran, un questionnaire spécifique autonomie pour les adultes cérébro-lésés et un questionnaire autonomie pour les enfants, cette fois-ci qui est un questionnaire spécifique que nous avons déployé dans le Finistère, qui nous aide effectivement à évaluer de manière plus fine encore l'autonomie de l'enfant. Sur la partie du milieu de cette diapositive, donc les questionnaires mixtes avec une partie à compléter par l'usager et une par le professionnel de santé. Il y a un questionnaire autour des personnes qui souffrent de handicap rares, un autre pour les TND, donc les troubles du neurodéveloppement, et un dernier questionnaire, en tout cas certificat de demande, qui est un dossier spécifique que nous avons créé dans le Finistère et qui ne vaut que dans le Finistère et exclusif aux malades de la sclérose latérale amyotrophique. Voilà, et qui remplace les CM classiques, les CERFA classiques dont on vous a parlé jusqu'à présent. Voilà, il nous permet ici une évaluation rapide, plus rapide, et on est dans un dispositif finalement de coévaluation quelque part pour cette fameuse SLA, et tout ça à la suite de la loi de février 2025 qui permet l'éligibilité à la PCH pour les malades de SLA après l'âge de 60 ans, puisque normalement après 60 ans on ne peut plus. Dernière partie de notre diapositive, les questionnaires complémentaires à complétude des médecins. Nous avons donc les volets 1 et 2 dont nous avons parlé tout à l'heure sur le volet auditif. Si on peut revenir 2 secondes sur la diapo d'avant. Voilà, donc les volets 1 et les volets 2 du certificat médical, non, on est allé un tout petit peu trop loin, qui viennent compléter le certificat médical initial et qui s'adressent spécifiquement donc aux déficiences auditives, aux déficiences visuelles. Et puis un dernier élément qui est propre au Finistère aussi, qui est un argumentaire technique de l'audioprothésiste, donc voilà, dans le cadre des prothèses auditives. Et pour terminé, un dernier petit quiz, point d'étape. Hop, il faut qu'on avance, voilà. Je pense qu'on va peut-être squeezer le quiz et prendre les questions directement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. C'est ça. Et je pense que certains médecins doivent reprendre à 14 h. Si on peut peut-être répondre en priorité aux questions. Avec plaisir. On va pouvoir prolonger un petit peu après 14 h, et pour ceux qui finissent avant. On a eu notamment pas mal de questions sur le transport. Dans quelles conditions les transports sanitaires peuvent-ils être pris en charge? Et est-ce que une deuxième question, le surcoût de transport de la PCH peut-il couvrir des allers-retours vers des professionnels de santé libéraux, ergothérapeutes, psychomotes, orthophonie, etc. Nathalie voulait répondre sur le transport et la PCH, et après sur le transport CEPAM, ce sont les règles de la CEPAM, mais ça ne vient pas
cumulé avec un transport pris en charge dans le cadre de la PCH. Et donc, sur les frais de transport qui peuvent être pris en charge dans le cadre de la PCH, Nathalie? Alors oui, alors vous mettez le doigt sur quelque chose de très complexe. Je crois que c'est l'un des éléments qui est le plus difficile en fait à évaluer parce qu'il est large, il n'est pas exhaustif et le support réglementaire que nous pouvons avoir sur la prise en charge des surcoûts de transport n'est pas très précise. Pour les surcoûts de transport concernant les frais paramédicaux, j'ai envie de vous dire, envie de vous préciser, et d'ailleurs je pourrais le faire pour tous les éléments de la PCH. La PCH, comme vous l'avez vu, elle est réglementaire. Réglementaire, pourquoi? Parce qu'il y a des critères d'éligibilité à valider pour pouvoir avoir accès aux éléments. Après, on dit qu'elle n'est pas harmonisée. Pourquoi elle n'est pas harmonisée? Parce qu'il est impossible de faire une liste exhaustive de tout ce que nous pouvons prendre en charge sur le territoire national. Donc là, en fait, c'est chaque MDPH, avec bien sûr des liens étroits avec le département, qui est le financeur de la PCH, où on décide ou non de la prise en charge de certains coûts, de certains surcoûts. Nous, dans le Finistère, nous ne prenons pas en charge les frais de transport liés aux soins paramédicaux. Il y a d'autres MDPH qui ont fait le choix de le faire. Nous, on finance par exemple l'équithérapie et la médiation animale. D'autres MDPH ne le font pas. Donc là, je ne pourrais pas avoir une réponse très précise sur votre question. C'est vraiment en lien avec les doctrines locales. Ouais, c'est toute la difficulté. Nos référentiels sont extrêmement précis dans l'éligibilité, mais ensuite sur la nature des dépenses qu'on peut ou pas prendre en compte. Chaque MDPH va avoir défini sa doctrine. Très bien, merci. On a eu pas mal de questions aussi. Si en tant que médecin généraliste, on refuse de remplir une demande MDPH parce qu'on estime que ce n'est pas justifié, est-ce qu'on remplit tout de même le certificat ou est-ce que, en disant que ça va être refusé, ou est-ce qu'on refuse de le remplir? Alors, oui. En fait, c'est ce que je vous précisais. En fait, on vous demande de compléter, on vous explique pourquoi, mais vous ne pouvez pas vous substituer à l'évaluation. C'est-à-dire que vous pouvez renseigner. Alors, même si vous voyez bien que la compensation ne va pas être mise en œuvre, vous pouvez l'expliquer aux patients, mais c'est vraiment la MDPH qui fera la réponse. Même si c'est un refus, et de compléter le certificat médical. Par contre, si le certificat médical, il n'est que signé et pas rempli, parce que le médecin, il estime, il dit, il n'y a rien, et effectivement, il nous l'envoie. Le problème, nous, le fait qu'il ne soit pas rempli ne nous donne pas d'indication. Par contre, on vous a présenté les petits items A, B, C, D, ben, il sera en A partout. Et nous, on pourra répondre parce qu'effectivement, comme il sera en A partout, on estimera qu'il n'y a pas de droit de compensation à ouvrir et on répondra à la personne par un nom. Mais je sais que c'est compliqué parce que des personnes vont demander de remplir un certificat médical. Vous pensez bien qu'il pourra ne pas forcément avoir un droit, mais c'est la MDPH qui pourra y répondre. Très bien, merci. On avait une question également. Je la retrouve. J'aimerais savoir quand est-ce que je dois faire un dossier MDPH et quand faire un dossier via la plateforme PCO pour les enfants. C'est une question un petit peu plus spécifique. Pour savoir qui prend en charge les séances d'ergothérapie, de psychomotricité, de neuropsychologie. A priori. La PCO, pour moi, elle intervient avant le dossier MDPH ou de manière concomitante tant que le droit n'est pas ouvert. La PCO, elle aide aussi au diagnostic précoce, mais ensuite, le dossier MDPH prend le relais. La MDPH intervient toujours après le droit commun. Très bien, merci. Une autre question, sachant que la plupart des octogénaires répondent à la définition de la PCH, comment gérer le flux de demandes et la différence entre vieillissement physio et handicap? C'est Nathalie qui va répondre et vous parler des 60 ans. Exactement, parce qu'il y a quand même alors il n'y a pas de limite d'âge pour pouvoir bénéficier de la PCH. Elle a été levée, avant c'était jusqu'à 75 ans, maintenant il n'y a plus de limite d'âge pour déposer un dossier. Néanmoins, pour tout dossier déposé après 60 ans, la seule possibilité de pouvoir avoir accès à la PCH, c'est soit être bénéficiaire de l'ACTP, l'ancêtre, comme vous disait ma collègue tout à l'heure, de la PCH, et valider les critères d'éligibilité. Là, vous passez automatiquement sur la PCH. Soit être toujours dans l'emploi. Alors, on a de plus en plus de situations, puisqu'avec l'âge de la retraite qui a été décalé, il y a des personnes de 62 ans qui peuvent déposer des dossiers et valider les critères d'éligibilité. Ou alors, si on est dans aucune des deux autres situations, il faut pouvoir prouver d'un point de vue médical
le justifier par des attestations médicales et non pas uniquement sur du déclaratif, que vous validiez les critères d'éligibilité à la PCH avant l'âge de 60 ans. Je mettrai... Ce qui devient plus compliqué pour nos octogénaires. Sauf pour les personnes atteintes de la SLA. Voilà, Oui, c'est ce que j'allais rajouter. Depuis le 7 février, l'arrêté est sorti de la loi du 7 février 2025, comme quoi les personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique, après 60 ans, peuvent accéder à la PCH. Bien évidemment, si elles valident les critères aussi d'éligibilité. Et la petite précision, parce que souvent autonomie, personnes âgées, personnes handicapées, l'APA, pour les personnes de plus de 60 ans, parce que nous, on réoriente les personnes quand elles ne sont pas éligibles à la PCH, parce qu'elles ont plus de 60 ans, vers l'APA, ne sont pas cumulables. Merci. On a une question concernant la psychiatrie. Comment savoir ce qui peut ou non être éventuellement pris en charge au titre de la PCH en psychiatrie, notamment aide financière pour psychothérapie, psychomotricité, bilan neuropsychologique, aide humaine, etc. Là, c'est pareil, c'est relativement complexe. Alors, on tient compte aussi, la psychiatrie, pour toutes les séances de psychiatre, etc., ça relève de l'organisme CEPAM. Tout ce qui relèvera de toute façon de la prise en charge CEPAM, on va laisser en fait à la CEPAM ou la MSA, en fait, financer toutes les prestations ou les consultations qui sont associées. Après, pour le reste, c'est vraiment individuel et c'est en fonction de chaque personne, de sa pathologie, des retentissements. On peut parfois même, nous en tout cas sur l'MDPH du Finistère, financer des séances vers des psychologues. Il faut un argumentaire, il faut dire pourquoi, si c'est bien en lien avec la situation de handicap, et on tiendra compte également du forfait parcours Mon Psy. Donc on déduira les 12 séances sur le devis qu'on pourrait avoir ou sur l'argumentaire, les séances qui pourraient être prises en charge dans le cadre du parcours Mon Psy. Et la psychomotricité, dans le cadre du complément à l'AEH, on en tiendra compte, mais dans le cadre de la PCH, on ne finance pas les séances de psychomotricité. Merci. Une demande concernant le logement. Concernant la PCH pour un aménagement de logement, est-ce qu'elle est versée avant l'aménagement ou en remboursement des frais engagés? Est-ce qu'il faut faire un devis en amont ou est-ce qu'il y a une commission qui établit le montant? Alors, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez alors il faut, nous en tout cas, on a tendance à, alors déjà d'une part, on fonctionne sur devis. Toute facture antérieure à la date du dépôt du dossier, on ne la prendra pas en considération. Donc, il ne faut pas que la personne ait commencé ses travaux de toute façon avant le dépôt du dossier. Si elle a ensuite commencé les travaux et qu'il y a une validation en fait par les membres, une proposition d'accord par les membres de la CDAPH, elle peut se tourner vers l'organisme payeur et demander, je crois que c'est 10%, une avance de 10% sur le montant des travaux. Merci. On nous demande également, est-ce qu'un médecin généraliste qui n'est pas le médecin traitant peut remplir le certificat MDPH? Oui. Alors, oui. Après, il peut, mais effectivement, généralement, dans le questionnaire, le médecin qui n'est pas le médecin généraliste va poser la question de savoir pourquoi il ne va pas voir son médecin généraliste. Alors, soit c'est parce qu'il y a des déménagements, soit parce que… voilà. Mais oui, c'est possible. Après, c'est le médecin qui connaît le mieux la personne, parce que c'est elle qui est la plus facilité de pouvoir le remplir. J'imagine que la question, c'est un patient qui n'aurait pas de médecin traitant, par exemple, ou qui peut-être ne serait pas en très bon terme avec son médecin traitant et qui va voir un autre médecin. Est-ce qu'on fait quand même le certificat ou est-ce qu'on doit dire non? Alors, il n'y a pas d'interdiction et nous, on ne va pas vérifier. On ne vérifie pas si c'est le médecin traitant. On ne va pas voir la sécurité sociale pour voir s'il est déclaré en tant que médecin traitant. On va prendre le certificat médical comme il vient. Mais c'est vrai, après, on est souvent sollicité par des médecins où parfois, même nous, on le voit. C'est-à-dire qu'on voit une demande, on fait un refus. 6 mois plus tard, on voit la même demande et c'est un autre médecin. Parce que je pense, oui, mais on n'est pas là pour regarder si quelqu'un va user de stratagèmes pour pouvoir le droit et voir un autre médecin. Mais oui, on peut remplir. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que la sécurité sociale a bonifié cette visite médicale parce qu'on sait que ça prend du temps. On sait qu'il y a moins en moins de médecins et que les gens peuvent changer de médecin ou déménager et sollicitent un médecin et prennent un temps important pour raconter leur histoire, leurs difficultés et compléter le certificat médical. Merci. On a eu plusieurs questions également sur le périmètre de marche, avec visiblement quelques difficultés pour l'évaluer. On a plusieurs questions. Je crois qu'il y en a une qui demandait la différence entre
Est-ce qu'on doit l'établir avec ou sans canne? Il y avait aussi des questions concernant les déplacements à l'extérieur, à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus? Alors après, si je parle que de la carte de stationnement, ça va être un discours. Si on parle de la PCH avec le déplacement intérieur-extérieur, ça va être différent. Pour le carte de stationnement, c'est sur un périmètre précis. Donc effectivement, la difficulté de l'évaluer, des fois on ne peut pas trop se rendre compte. Je vais vous donner une anecdote qu'un médecin m'a racontée. Quand il me disait c'est pas facile, il questionnait, par exemple, il savait la distance qu'il y avait du parking au cabinet médical et il demandait à l'usager, pour venir jusqu'ici, vous êtes venu sans votre canne ou vous êtes venu avec votre fauteuil, vous avez pu venir et marcher facilement parce qu'il savait la distance qu'il y avait. En fait, c'est de se rapporter à quelque chose de concret, mais effectivement, c'est de délimiter en mètres une certaine distance. Et effectivement, il faut demander à l'usager. Si l'usager, la patiente ne peut pas vous répondre en mètres, c'est d'essayer de voir avec lui la distance, c'est pas du parking au cabinet, s'il arrive à la faire seul, etc. Et la distance parcourue avec la canne, c'est de poser la question, la canne, il l'utilise quand et sur quelle distance? Et nous préciser. Et pour l'extérieur-intérieur, parce qu'effectivement, ça fait partie du référentiel pour l'accès à la PCH, où on questionne la capacité de déplacement à l'intérieur et à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est correctement la question. Mais... Probablement. Au PCH, en tout cas, l'application des critères pour le déplacement, c'est toujours de savoir si la personne, en fait, par rapport à une personne valide, si elle va pouvoir faire le déplacement sans aide technique et sans aide humaine, c'est-à-dire sans être au bras d'un tiers, par exemple. C'est ça qu'on va évaluer pour la PCH, l'autonomie. On a une question de médecin du travail également. Quelle est la place du médecin du travail? Et j'en ai une deuxième que je vous lis en même temps. Serait-il possible de parler de la procédure accélérée RQTH pour le médecin du travail? Des conseils pour bien remplir en tant que médecin du travail? Et quelles sont les durées habituelles de ces dossiers dans le Finistère? Et quelles informations données aux salariés dans le cadre de la procédure? Alors, pour la médecine du travail, souvent ils sont en lien. Alors c'est pour ça qu'on vous donne les comptes rendus. On a des liens directs aussi avec la médecine du travail qui nous interpellent parce que parfois ils nous questionnent aussi. On peut être interpellé par rapport au retentissement parce qu'on parlait qu'on ne rentre pas dans le champ du handicap quand il y a un retentissement de moins d'1 an. Typiquement, une tendinite qui est là depuis 8 mois mais qui est en soins, qui effectivement au niveau professionnel a des conséquences. Il y a un aménagement de poste mais ça ne suffit pas. Parfois, on peut répondre non parce que les retentissements ne sont pas au-delà d'1 an. Et voilà. Médecine du travail, les liens qu'on a avec eux, effectivement, c'est des liens particuliers. Dans le Finistère, on se sollicite. Ils nous sollicitent par rapport à des demandes. Par rapport à la question RQTH et médecine du travail, on sait qu'il y a des choses qui bougent un petit peu. Donc, comme elles ne sont pas fixées au niveau législatif, on ne peut pas s'avancer. Mais effectivement, la reconnaissance travailleur handicapé, le droit est ouvert par les MDPH, mais semble-t-il, les choses seraient en mouvement par rapport à la possibilité d'ouvrir ce droit. Peut-être la question était plus, est-ce que le médecin du travail peut compléter le dossier MDPH? Le certificat médical MDPH? Ou est-ce que, voilà. Après, ce qu'il y a de sûr, c'est que le médecin du travail peut faire un certificat, apporter des éléments d'information complémentaires que l'usager joindra. Et au niveau national, effectivement, il y a un projet que les médecins du travail soient en capacité d'ouvrir ce droit directement à la RQTH. Et dans le Finistère, plus spécifiquement, nous travaillons avec les opérateurs pour avoir une convention qui nous permettent un circuit court et prioritaire d'accès à la RQTH sur la base de l'évaluation du médecin du travail. Et nous espérons être opérationnels pour le 2e semestre 2026. Merci. Tant qu'on est dans la médecine du travail, on a une autre question. Si nécessité d'adaptation du poste de travail et donc achat de matériel, est-ce que la MDPH peut intervenir, même si ça fait moins d'1 an, avec le cas d'une patiente présentant une NCP? Toujours le droit commun, c'est-à-dire la médecine du travail, adaptation de poste, et on rentre dans le champ de handicap quand les retentissements ont plus d'1 an, et on ouvre le droit de la RQTH, mais on ne l'accompagne pas, c'est-à-dire on ouvre le droit, et après, elle peut être mise en œuvre avec la médecine du travail et l'employeur. Et elle peut être signalée ou non. Après,
l'usager n'est pas obligé de dire qu'il a une FQTH. Voilà. Et l'employeur pourra solliciter AGFIP ou FIP pour avoir des financements des aménagements de poste, mais sur la base de la RQTH octroyée, après, effectivement, qu'on entre dans le champ du handicap au sens de la loi de 2005, donc 12 mois de conséquences, donc 12 mois passés ou la certitude qu'il y aura au moins 12 mois de retentissement. Et on peut faire le parallèle avec le milieu scolaire aussi. La PCH, par exemple, ou le complément ne peuvent pas financer du matériel qui est à usage scolaire. On est dans le matériel pédagogique adapté et c'est bien l'Éducation nationale qui doit le mettre à disposition. On a à nouveau des questions sur la marche. Pour les nombreuses demandes de CMI, si le patient est capable de marcher plus de 200 mètres avec une canne ou un déambulateur, il ne sera pas éligible? Alors, si. En fait, les conditions d'accès à la carte de stationnement, c'est sur le périmètre de marche et ou une aide technique et ou une aide humaine. Donc, à partir du moment où il y a qu'elle fasse 600 mètres, du moment qu'elle utilise sa canne ou un déambulateur, elle est éligible. En permanence. Et c'est pour ça que c'est important aussi parce qu'il y a, voilà, elle fait 200 mètres avec sa canne et sa canne, elle l'utilise une fois par mois. Et c'est pour ça que c'est l'importance de savoir la canne, comment elle est utilisée, parce qu'elle peut faire 500 mètres, qui n'est pas beaucoup, mais que sa canne, elle l'utilise une fois par mois quand elle va au marché, parce qu'il y a du monde et que ça stabilise un peu la situation. Et est-ce qu'on doit préciser donc sur le certificat que c'est avec canne? On doit le noter? En fait, le certificat, c'est déjà marqué. C'est-à-dire, il y a une ligne où c'est marqué périmètre de marche, et c'est là qu'on renseigne le périmètre. Et en dessous, utilise une aide technique, alors il y a canne, etc., intérieur, extérieur, et c'est qu'à cocher. D'accord. Et donc toujours. C'est là où on demande parfois de préciser si c'est une fois par. Voilà, c'est tous les jours, on ne précise pas, mais si c'est vraiment une fois par mois, de préciser. Et donc dans les questions, là, toujours a priori une petite confusion. Quelle est la différence entre marcher et déplacement intérieur? Alors, les déplacements, c'est de se déplacer d'un point A vers un point B. Et marcher, c'est mettre un pied devant l'autre. C'est l'action marcher. Se déplacer, c'est d'aller d'un lieu à un autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on peut refuser de faire ça? On a déjà répondu. Est-ce qu'il existe des fiches mémo à destination des médecins généralistes pour décrire les différentes prestations? Est-ce que vous savez? Alors, c'était dans les éléments du diaporama qu'on proposait à la fin. On a zappé un peu vite sur les questions, mais on vous invite par exemple à aller sur le site internet de la MDPH qui définit pour chacune des prestations la réglementation en vigueur, comment on constitue le dossier. Voilà, mdph29.fr. Mais toutes les MDPH de France ont en général un site internet extrêmement bien fourni, et puis au national, mohandicap.fr. Parler aussi de la notice explicative, qui est une notice explicative du certificat médical, qui elle aussi est une notice nationale disponible, entre autres sur le site internet de la MDPH, mais là aussi 4 pages très détaillées qui viennent vous apporter des éléments complémentaires et vous guider dans la complétude de ce fameux certificat médical. Une question scolarité. Comment est-il possible d'obtenir une complétude de dossier lorsque l'Éducation nationale refuse de renouveler ou mettre en place une équipe éducative pour des GEVASCO? Alors, l'équipe éducative, si l'Éducation nationale refuse de la faire et que pour autant les parents la sollicitent, il faut voir avec l'IEN de circonscription, l'inspecteur éducation nationale de circonscription, puisque là, on est sur une problématique, j'ai envie de dire, purement éducation nationale, qui ne nous appartient pas à nous, MDPH. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, c'est cette fameuse équipe éducative qui va compléter le fameux GEVASCO, pièce essentielle pour nous, pour l'évaluation des besoins de l'élève en situation de handicap. Merci. On a une question toujours scolarité. Bonjour, je reçois beaucoup de documents des écoles me demandant de remplir un document pour l'adaptation de son examen. Je m'étais renseigné il y a quelques années auprès de l'ordre. On m'avait dit que ce n'était pas à moi de remplir, mais au médecin scolaire. Mais beaucoup d'écoles n'ont pas de médecin scolaire. Comment faire?
Alors, sur l'adaptation des… Alors, peut-être que c'est des documents de PAP, de projet… je vais avoir perdu le sigle. Projet PAP à l'éducation nationale. Je ne sais plus. En tout cas, c'est du droit commun et il peut y avoir effectivement là un dossier à compléter par le médecin lorsque… le médecin scolaire n'est pas dispo. Après, pour tout ce qui est question d'aménagement des examens, ce sont des médecins qui sont désignés par la CDAPH qui complètent les process d'aménagement des examens. Là encore, vous avez sur le site internet de la MDPH du Finistère l'ensemble des informations sur les aménagements d'examens. Projet d'accompagnement personnalisé, le PAP, pardon. Je cherchais à décoder le sigle, je ne l'avais plus. Lorsqu'il y a plusieurs pathologies ou maladies, est-ce qu'on peut faire un seul certificat ou est-ce que chaque spécialiste doit en faire un? Peut-on faire un certificat pour les spécialistes pour chaque pathologie ou le médecin traitant fait un seul certificat pour tout? Un seul certificat médical peut reprendre tout. L'essentiel, c'est que ce sont les maladies qui ont des retentissements. Après, il peut avoir une déficience visuelle et effectivement, on a des bilans d'ophtalmo, mais il y a d'autres choses qui s'associent. Le certificat médical est rempli par le médecin généraliste et tout ce qui va être la partie visuelle va mettre les comptes rendus, les bilans qui va pouvoir effectivement être évalué, mais aussi les autres pathologies qui ont des retentissements sur la vie de tous les jours. Après, pour la PCH, néanmoins, pour le forfait surdité et le forfait cécité, il nous faut impérativement l'audiogramme du médecin ORL, sinon on ne pourra pas calculer l'acuité auditive. Et pareil, pour le forfait cécité, on ne pourra pas l'attribuer si on n'a pas le formulaire parallèle du médecin ophtalmo qui va lui aussi apporter des éléments sur l'acuité visuelle. Et s'il y a plusieurs déficiences, plusieurs difficultés, elles peuvent effectivement se mettre dans ce même certificat. Et c'est d'ailleurs comme ça que le spécialiste, souvent, il botte en touche et il dit « je laisserai le médecin généraliste le remplir ». Alors, des fois, il n'y a qu'une difficulté, le spécialiste pourrait remplir parce que voilà, mais c'est vrai que souvent, c'est le généraliste qui est sollicité, on le sait bien, pour remplir ces certificats médicaux. Le tout, c'est qu'on ait une vision globale de la situation et que finalement, ce certificat médical soit complété dans le cadre de la vision globale. Et puis, on peut y annexer l'ensemble des comptes rendus divers et variés qui ont pu être élaborés par les différents professionnels de santé qui accompagnent l'usager. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec les médecins spécialistes par rapport à la complétude du certificat médical. Merci. On avait des questions concernant le bloc 14, donc les remarques ou observations complémentaires. Est-ce que vous auriez, alors on a deux questions, est-ce que vous auriez des exemples? Et on a un autre médecin qui nous demande si la case est obligatoire, car a priori, il aurait déjà eu des dossiers refusés pour cases non remplies. Alors, aucune case ne sont obligatoires, elles sont recommandées d'être complétées parce que ça permet d'avoir une même vision, mais pour la recevabilité, c'est la signature et la date du médecin, on sache que c'est le médecin. Pour l'évaluation, plus on a d'informations, plus on arrive à évaluer. Donc, le risque, c'est si on n'a pas d'informations, on ne peut pas évaluer ou on va refuser un droit. Donc, c'est plutôt l'usager, le patient qui va revenir en disant « on m'a tout refusé, il faut remplir un certificat médical ». C'est parce qu'on n'avait pas les données. Mais après, on ne va pas… on peut des fois recontacter le médecin parce qu'il nous manque quelque chose entre la pathologie, des choses qui sont renseignées et il nous manque un membre, donc on peut se re-questionner. Effectivement, il y a une case aussi pour le patient qui doit être coché s'il accepte qu'on contacte les professionnels qui l'entourent. Mais non, après, ce bloc-là est vraiment un champ ouvert pour compléter ce qui n'aurait pas pu être dit ou préciser ce qui aurait pu être déjà dit. Mais non, ce n'est pas obligatoire. Voilà. Il y a certains médecins qui l'utilisent parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas assez de place et pour pouvoir s'exprimer, et d'autres qui ne l'utilisent pas. Voilà, et rappeler aussi que s'il y a une allocation, si dans cette case on vient marquer AH, AEH, PCH ou AESH pour l'école, ça ne lie pas la compétence de l'équipe pluridisciplinaire. Voilà, c'est une information complémentaire, mais ça ne vaut pas l'accès au droit, ça n'est pas une prescription, et c'est parfois peut-être un point de sensibilité avec l'usager qui va dire « mais mon médecin l'a dit ». Voilà, mais la capacité d'évaluation et la décision, elles appartiennent bien aux instances MDPH. Merci. On a une question concernant les aides humaines dans le cadre de la PCH.
quelles sont ces aides humaines possibles si ce ne sont pas des aides à domicile? Les aidants familiaux ou les emplois directs. Vous entendez par aide à domicile les services prestataires, je suppose, ou mandataires. Donc, on peut être dédommagé en tant qu'aidant familial avec perte de revenus si on a renoncé partiellement ou totalement à une activité salariée pour pouvoir s'occuper de la personne en situation de handicap, ou l'emploi direct sous forme de chèque emploi-service CESU, suivant le choix de la personne. C'est peut-être aussi dans les activités qui peuvent être déclinées dans le cadre de l'aide humaine, Nathalie. Peut-être que c'était aussi cette question. Parce que, voilà, par exemple, la participation à la vie sociale, ça peut être aussi de l'aide humaine. Oui, tout à fait. Alors, dans l'aide humaine, oui, on peut retrouver l'alimentation, les déplacements, la toilette, l'habillage, l'élimination et l'accompagnement à la vie sociale, mais qui ne permet pas à lui tout seul, par contre, de coter la difficulté. On n'est pas sur les gestes essentiels de la vie quotidienne, mais on peut être aussi sur l'entreprendre des tâches multiples pour une personne psychique, cognitive. Et par contre, sur l'équipe d'évaluation pluridisciplinaire va évaluer un besoin, un volume d'heures, en fait, qui peuvent être valorisées dans le cadre de la PCH. Après, la personne, elle est maître de sa situation. C'est elle qui, dans la mise en œuvre, va choisir les intervenants. Et les intervenants peuvent être multiples. Dans certaines situations, on peut avoir de l'aidant familial, du prestataire et puis de l'emploi direct, ou que du prestataire ou que de l'aidant familial, ou deux aidants familiaux. Après, le conseil départemental vérifie les liens de parenté, en fait, parce qu'il y a des conditions à remplir. Mais la personne, elle est maître de sa situation et il n'y a pas d'obligation à redéposer un dossier si la personne souhaite juste un changement d'intervenant. Là, par contre, ce n'est pas utile de redéposer un dossier et de refaire un certificat médical. Il suffit contacter le service payeur pour modifier la répartition du besoin. Merci. On va prendre une dernière question et puis après, on va devoir clôturer. Concernant, pour la procédure accélérée, un salarié veut faire reconnaître son statut travailleur handicapé pour une situation d'urgence. Cela pour faire face à un risque d'inaptitude ou de licenciement. Est-ce que le dispositif prévu passe par la MDPH? Oui, tout ce qui est procédure accélérée, ça passe par la MDPH aujourd'hui. Il y a dans le formulaire une case à cocher sur une procédure accélérée, effectivement. Et pour ce qui est du Finistère, voilà, les professionnels partenaires de la MDPH peuvent nous adresser la demande avec l'accord de l'usager, à nos boîtes mail contactpro.fr, et ça va nous permettre, en signalant l'urgence, et effectivement, on saura là avoir un traitement accéléré. Mais dès lors que le partenaire nous signale l'urgence, on sait répondre à cette urgence, en tout cas pour ce qui concerne l'organisation de la MDPH du Finistère. Ok, très bien. Bon, écoutez, je suis désolé pour les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Si vous souhaitez, vous pouvez nous envoyer les questions par mail à secrétariat sans accent @chem-du6 santé sans accent.fr, secrétariat@chem-santé.fr. Si vous avez vraiment des questions en suspens, envoyez-les nous et puis on vous les soumettra et on vous refera une réponse. Le webinaire, il sera disponible en replay, il vous sera envoyé par mail en début de semaine prochaine. S'il y a des petits points que vous voulez approfondir, vous pourrez regarder à nouveau. Et bon, on va être obligé de conclure. On a déjà bien dépassé le temps. Merci à tous pour votre participation. Merci à la MDPH 29 d'avoir été avec nous pour cette belle présentation. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Au revoir.